Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la collecte de la donnée à son exploitation, retour sur une architecture IoT et Big Data scalable. Nous sommes trois à présenter ce webinar, Jacques de Quezel, Emmanuel et moi de chez Calliope. Je m'appelle Jérémy, je suis data manager chez Calliope depuis 3 ans. Mes missions consistent à la maintenance, le développement et la conception de pipelines de données et de systèmes de données data intensifs. Je m'appelle Emmanuel, je suis data manager chez Calliope. Mes rôles chez Calliope sont de mettre en place des pipelines de données ETL et cloud, de traiter les données en big data et de concevoir des modèles prédictifs en machine learning et deep learning. Le groupe Calliope est une société de services numériques. Elle aide les entreprises à s'adapter à l'ère digitale. Elle possède quatre grands axes de développement. Le premier axe, c'est améliorer l'expérience utilisateur sur les produits digitaux. Le deuxième axe, c'est l'agilité et l'efficacité opérationnelle dans les équipes et dans les organisations. À l'aide de ces 2 premiers axes, on stimule la croissance des entreprises grâce à, la digitalisation de leur activité et dernier axe et pas des moindres, on contribue aux efforts, environnementaux et sociétaux. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Lecomte, je suis le CEO de Quezel. Je suis expert IoT et data science et j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Quezel, c'est une plateforme IoT open source dédiée à l'Internet des objets et à la data science. Sous licence Apache 2, c'est une société française. On a 1 million de téléchargements du produit à ce stade et on connecte à peu près 4 millions d'équipements pour 1800 clients déployés. La plateforme Quezel permet de connecter tout type d'équipement et de capteurs, quelle que soit la connectivité des réseaux, permet d'analyser en temps réel ces données, les données des équipements et des capteurs, pour ensuite permettre une prédiction, un pilotage via des applications métiers pour la gestion de ces équipements et de ces capteurs IoT. Les caractéristiques de la plateforme Quezel, c'est une plateforme ouverte, interopérable. Elle est déployable à l'échelle. On peut démarrer sur un POC et ensuite déployer à grande échelle pour connecter des milliers d'équipements, des milliers de capteurs. C'est une plateforme qui est développée en France avec une R&D qui est à Montpellier. Et Quezel IoT est fourni en solution as a service, donc ce qu'on appelle un PaaS, une plateforme as a service, et également une solution qui est installable on-premise. Le contexte métier, on va vous le parcourir rapidement au début de ce webinaire. Ensuite, on va aborder la plateforme IoT temps réel, puis les enjeux autour du traitement de la donnée, et enfin le traitement batch intensif pour terminer sur l'industrialisation. Le contexte métier, la question principale, c'est quels sont les enjeux dans un contexte de collecte et de traitement massif des données de l'Internet des objets. Donc, les problématiques IoT concernant effectivement ces enjeux métiers sont relatives à l'asset tracking, qui est de pouvoir géolocaliser, de suivre en temps réel, de manière automatique, les mouvements et les déplacements d'actifs industriels. Donc des actifs qui sont physiques et que l'on va connecter au travers de capteurs pour permettre ensuite de pouvoir les localiser, de les suivre et de les piloter en temps réel. Un exemple d'actif, ça peut être des containers de type Colissimo sur la chaîne logistique du groupe La Poste, pour lequel effectivement la problématique est de pouvoir
suivre ces containers, de pouvoir les géolocaliser, de les visualiser sur une carte en temps réel, de voir leur position sur une carte, puis de permettre d'anticiper les heures estimées d'arrivée, d'optimiser les routes empruntées ou d'améliorer les taux d'usage. Et là, effectivement, la problématique principale, c'est effectivement des milliers d'actifs, de containers, sur des routes empruntées, sur des centaines de sites logistiques, et pour lesquels il faut permettre de suivre l'ensemble de cette chaîne de transport et de pouvoir l'optimiser via une géolocalisation. Donc, dans les problématiques métiers, on va effectivement avoir à gérer, à piloter des milliers d'équipements connectés, des milliers d'actifs industriels. Le suivi des actifs est important. On est dans un suivi avec des équipements qui sont connectés, et donc on est dans de la donnée qui remonte de manière automatique. Donc on est dans l'IoT, et donc c'est à l'inverse du déclaratif où à un moment on a une application et il va falloir déclarer où en sont ces actifs. Là, on a des actifs qui sont localisés en temps réel et qui remontent de l'information en temps réel sur leur position. Les autres problématiques métiers concernent la localisation des actifs, passer moins de temps à les trouver, à savoir où ils sont, pour mieux gérer le parc d'actifs industriels. L'amélioration des taux d'utilisation, donc avoir des actifs qui sont mieux utilisés, plus utilisés en termes de ressources. Ça permet aussi, la géolocalisation et la gestion des actifs permet aussi de réduire les pertes, les taux de perte et de dégradation. Et enfin, on peut aussi être amené à être sur une économie collaborative, de type partager, mutualiser les actifs pour l'avoir entre plusieurs sites, l'avoir entre plusieurs sociétés également. Les autres enjeux métiers que l'on retrouve sont de réduire et d'optimiser les coûts de gestion, de respecter les délais de livraison, de respecter les plannings de livraison, de fluidifier les process. On va avoir des process de livraison, des process de planning et jusqu'à la facturation, donc d'accélérer jusqu'à la facturation, et de manière générale d'augmenter son efficience opérationnelle. Par exemple, ici, sur la chaîne de transport et logistique, la supply chain d'un groupe comme La Poste, ça va permettre d'optimiser cette supply chain. La plateforme IoT temps réel répond effectivement aux challenges techniques et fonctionnels pour lesquels on va avoir en premier lieu l'intégration de multiples technologies de capteurs et l'intégration à de multiples réseaux IoT et à de multiples types de connectivité. Le deuxième challenge, c'est le traitement massif, temps réel, des données de l'IoT. Et le troisième, c'est une scalabilité de l'architecture, donc permettre à ce que l'architecture puisse se déployer à l'échelle. Dans le premier challenge, on va avoir une première problématique qui est comment intégrer tout type de capteurs, tout type d'équipement connecté, quels que soient les réseaux et la connectivité, quelles que soient les technologies de connectivité. Et donc ça va être possible à travers une plateforme IoT qui va être multi-device, multi-capteur, quel que soit le type de capteur, le type d'équipement à connecter, quel que soit le type de réseau IoT, quelle que soit la couche de transport pour laquelle les données vont pouvoir être transmises. On va avoir une plateforme qui va être agnostique en termes de technologie de réseau et de connectivité de capteurs. Et donc là, typiquement, la nécessité d'être agnostique, c'est permettre à avoir des données qui peuvent remonter via tout type de protocole, par exemple, du MQTT ou de l'HTTP ou du WebSocket, et permettre à ce que ces données puissent être décodées. Donc, la première étape, c'est remonter les mesures, les données de capteurs, pour les décoder et pour les stocker. Et donc là, la plateforme va permettre de pouvoir faire, par exemple, des fallbacks 3G, 2G sur du réseau cellulaire, ou des callbacks HTTP sur de LoRa pour pouvoir remonter des trames, les décoder et les stocker. Ensuite, dans la plateforme IoT, on va avoir une phase de normalisation donc des données qui va ensuite permettre
pour le traitement, temps réel de ces données, de pouvoir aller analyser, ces données. Donc on va avoir des données brutes, de capteurs qui vont être, stockées, normalisées et ensuite il va y avoir de l'analyse et du traitement, par-dessus. Et c'est là où, effectivement la capacité de temps réel est nécessaire. Il faut, avoir, un moteur, temps réel, qui va, traiter ces données, les indexer, les stocker, et permettre ensuite, une analyse. Ici, dans le cas de ces données de géolocalisation, par exemple, on va avoir des positions GPS, des tirs GPS avec, des coordonnées type, latitude, longitude, qui vont pouvoir être stockées et qui vont permettre de déterminer la position, notamment, des containers lors de leur, chemin, lors de leur route. La plateforme va permettre, également d'avoir, des interfaces utilisateurs, pour pouvoir, suivre, et gérer, l'ensemble des positions, des actifs. Et lorsque les données sont intégrées à la plateforme, il va y avoir, à partir de là, des hooks, qui vont ensuite pousser, les données vers la plateforme de traitement de batch intensif. Sur les interfaces utilisateurs, côté plateforme, on va retrouver, un gestionnaire de device, on appelle ça un device manager, qui va permettre de provisionner, les capteurs, les équipements, de les gérer, de les piloter, de gérer leur cycle de vie et de gérer tout le référentiel de données et de métadonnées. La deuxième grande fonctionnalité, sur la plateforme, c'est, les tableaux de bord, de pilotage notamment, pour pouvoir suivre, en temps réel, les données, pour pouvoir les visualiser. On va visualiser, des séries temporelles de données, on va pouvoir avoir des vues cartographiques avec des positions, GPS, donc des positions, géocalisées des containers par exemple, et on va pouvoir suivre tout type de données, sur les mesures qui sont remontées, par les capteurs. Et enfin, à partir de l'ensemble des données, on pourra aller jusqu'à faire du traitement de type data science pour pouvoir, transformer, classifier la donnée, en faire des calculs statistiques, permettre, la détection d'anomalies, mais également, la prédiction, sur ce qui va arriver, donc la prédiction sur les données. Le troisième enjeu là sur la partie technique, c'est, la scalabilité. La scalabilité de l'architecture IoT, elle est permise, grâce, à, une architecture, masterless haute disponibilité sur lequel on va retrouver, des nœuds Cusel. On va retrouver un mode cluster qui va, permettre de scaler, donc de déployer à l'échelle, de monter, effectivement, d'augmenter le nombre de nœuds, à chaud, par exemple, ou, de les diminuer. Donc on va avoir une scalabilité qui soit en même temps horizontale et en même temps verticale. Et donc ça va permettre d'augmenter, la capacité, de montée en charge, de la plateforme, grâce à, l'augmentation du nombre de nœuds et d'instances, sur, la base de données, ou, sur, le cluster Cusel. Le traitement des données, temps réel dans l'IoT, c'est, une première problématique, mais en IoT, tout n'est pas temps réel, et parfois les capteurs, subissent des retards, en termes de remontée de données, peuvent stocker des données et les remonter, plus tard. On trouve ça par exemple dans le cas d'enjeux ou de contextes métiers dans lesquels les capteurs sont, dans des tunnels, et il n'y a pas de connectivité et donc les données sont stockées et peuvent être remontées plus tard. Et donc, comment traite-t-on, ces données qui proviennent de capteurs, lorsque, effectivement il y a une forte latence ou un retard sur la remontée d'informations? Alors, les enjeux lorsqu'on reçoit, des données, qui, arrivent avec une forte latence. Alors, on peut avoir des données qui arrivent avec une forte latence et on peut nécessiter, d'avoir les données, ordonnées pour un traitement efficace. Donc dans ce cas précis, on est obligé de retraiter, l'ensemble des données, depuis la donnée qui arrive en retard vers la donnée actuelle. Donc ça peut devenir
un ensemble important de données, donc un batch, et on peut avoir des fortes contraintes sur, la volumétrie et la vitesse du traitement, donc ça devient un traitement batch intensif. Et dans le domaine de la data, lorsqu'on a, hem, on a, des traitements batch à faire, on utilise, des pipelines de données et dans les pipelines de données, on décompose le traitement entre différentes étapes. On fait de la dépendance entre étapes et on fait aussi, de la répartition de données sur les différentes étapes. Et tout ce travail de répartition de données et de dépendance entre événements, ça peut entraîner de la complexité au niveau du plan d'exécution, du traitement dans le code. On a une deuxième, un deuxième enjeu, c'est l'enjeu des ressources. Vu que si on utilise Cuzzel pour faire des traitements lourds, les traitements lourds vont utiliser les ressources qui sont aussi utilisées pour, traiter, les requêtes, temps réel. Ce que fait très bien Cuzzel et on peut avoir un effet de bord entre ces 2 cas d'usage, ce que l'on veut éviter. Pour éviter cela, une solution existe, c'est de faire des nœuds de calcul séparés côté Cuzzel, qui sont dédiés au traitement, batch intensif. Une problématique qui apparaît, c'est que ça peut entraîner des coûts importants, surtout dans le cas où le traitement batch ne s'exécute pas fréquemment. Cela voudrait dire qu'on a des nœuds, de calcul qui tournent sans, aucun travail, ajouté. Et un dernier enjeu, c'est, le découpage du traitement. Lors du découpage du traitement, en différentes étapes, il faut, qu'on ait un bus de données pour que, les données transformées, soient, déplacées d'une étape à une autre. En effet, dans une chaîne de traitement, l'étape d'après utilise les données transformées de l'étape précédente. Pour, faire ce bus de données dans Cuzzel, on peut utiliser le stockage de Cuzzel, mais le stockage de Cuzzel, utilise le réseau et comme on se place dans le contexte avec une volumétrie, importante, on peut, charger le réseau et ça peut apporter des latences. Alors, je vais vous parler donc de la plateforme de traitement de batch intensif. Mais avant de parler de l'architecture, je vais vous expliquer les contraintes qui nous ont conduit au choix des outils. Je vais revenir sur les particularités des données IoT. On a dans l'idéal des données structurées, continues et chronologiques. Malheureusement, dans la réalité, on peut avoir des données tronquées, arrivant en quantité colossale, et pour pimenter le tout, avec une latence pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs mois. Du coup, ces particularités entraînent des contraintes de 3 ordres. Des contraintes fonctionnelles sur la récupération, la scalabilité et la disponibilité. Des contraintes techniques sur la volumétrie, l'organisation, la parallélisation. Enfin, des contraintes budgétaires. On veut maîtriser les coûts, c'est-à-dire des coûts proportionnels au débit. Un stockage économique. On veut payer à l'utilisation en évitant d'avoir des serveurs qui tournent en permanence. Et prendre en compte le coût des requêtes analytiques qui peuvent vite devenir importantes. Nous avons établi une architecture scalable de bout en bout. Les données sont envoyées en temps réel par Cuzzel à un broker de données, ici Kafka. Il va tamponner la charge et déverser de façon plus souple les données dans un data lake. Ensuite, c'est Spark qui va effectuer le gros des transformations et les charger dans une base de données analytique. La première partie de l'infrastructure, c'est de la plateforme, c'est, la récupération des données depuis Cuzzel et le stockage dans le data lake. Alors on est parti sur une approche de flux de données et pas de récupération de batch de données.
Pourquoi on est parti sur cette approche? C'est qu'on ne veut pas, pour faire écho, aux enjeux, décrits, précédemment, on ne veut pas, impacter les ressources de Cuzzle. Donc on ne veut pas faire de grosses requêtes, sur côté Cuzzle et pour éviter cela, on récupère les données au fil de l'eau. Donc on imagine qu'on peut, hem, se représenter Cuzzle comme un torrent de données et nous, on reçoit ce torrent de données et on peut pas, tout stocker d'un coup. On est obligé de tamponner, la charge et c'est là que rentre en Kafka dans la plateforme, c'est qu'elle permet d'absorber une charge importante et une fois qu'on a la donnée, qui est quelque part, on peut la stocker dans le data lake, en sachant que dans le data lake, il est efficace de stocker la donnée dans des gros fichiers. Donc si vous faites plein de petits fichiers dans un data lake, vous allez faire derrière plein d'appels API pour, récupérer les fichiers et ça sera pas très performant. On a, j'ai parlé de la charge et de la latence réseau. On a aussi la simplicité de cette approche, c'est que on n'a pas de grosses requêtes, réseau vers Cuzzle, donc pas de pagination de résultats et pas de retry sur les requêtes. Et on a aussi une amélioration sur la maintenance, c'est que les données, on les a et même si, il peut, enfin, dans des cas très rares, il peut y avoir des indisponibilités et ben, ça ne nous impacte pas. Donc on arrive à diminuer l'adhérence de notre plateforme à Cuzzle. Donc, une fois les données arrivées dans le data lake, elles sont stockées, de façon brute. Et on a un job de pré-traitement qui va organiser la donnée dans des dossiers, de façon à optimiser le chargement de la donnée dans Spark. Ce job de pré-traitement, il va aussi, vérifier l'intégrité de la donnée et placer dans un répertoire, erreur s'il détecte une erreur, dans les données. Et pour finir, ce job, il va regrouper, les données anciennes dans un même répertoire, dans le but de réduire les coûts des requêtes dans le data lake. Et le cœur de la plateforme, c'est Spark. Spark, le principe de Spark, c'est, la parallélisation du traitement pour de meilleures performances. Ce n'est pas que ça, pour faire écho à un des enjeux, cités, tout à l'heure sur, le transfert de données entre, les différentes étapes du traitement. Spark, apporte une solution, très efficace, c'est de stocker les données, directement sur les nœuds de calcul et même, dans le meilleur des cas sur, dans la mémoire vive des nœuds de calcul. Donc vous voyez sur le schéma en vert, différents, nœuds de calcul, d'un cluster Spark et vous voyez des petits carrés qui correspondent à des partitions données. Donc on fait un on fait ce qu'on appelle un DAG, donc c'est un Direction Acyclic Graph. Ça veut dire c'est, une chaîne de traitement et chaque étape de la chaîne de traitement correspond à un état sur les données transformées et cet état sur les données transformées, Spark, il appelle ça RDD pour Resilient Distributed Data, ce qui veut dire des données, partitionnées et du coup, par exemple, on voit le RDD1, ce sont, les données partitionnées, à l'étape numéro 1 du traitement et chaque étape du traitement, appelée sur le schéma tâche, va créer un nouveau RDD. Donc on part, d'un RDD 0 qui est présent dans le data lake et on arrive à la fin à un RDD 3 qui correspond aux données, finales, transformées, nettoyées, directement, chargeables dans une base de données analytique
pour, utilisation dans des dashboards ou des requêtes. Un autre avantage, du data lake, c'est que même si les données passent par le réseau du data lake vers Spark, le protocole n'est pas le même. On ne passe pas par du REST, on passe par un protocole qui est similaire à FTP, donc à du transfert de fichiers, donc c'est très performant. Et on va passer à la suite sur, l'orchestration des jobs et de la segmentation des données. Ce qui fait écho à un enjeu de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une complexité sur le plan d'exécution, du traitement. Spark, répond à cette problématique, en nous cachant toute cette complexité que vous pouvez voir sur la droite. Sur la droite, vous avez un schéma, du plan physique de Spark. Donc un plan physique, c'est, vraiment proche, de la machine, proche des nœuds de calcul, et vous voyez que Spark fait de l'orchestration qui est assez compliquée. Mais cette orchestration, c'est Spark qui l'a fait, ce n'est pas nous. Spark, nous demande, de lui faire un plan logique, donc de lui faire un code. Mais ce code, c'est un code qui utilise un paradigme de programmation, déclaratif, comme du SQL, c'est-à-dire on déclare le résultat qu'on veut, mais on déclare pas comment y arriver. Et notamment, Spark a un langage qui s'appelle Spark SQL, c'est pas pour rien. Ce qui du coup, nous, on déclare juste le résultat qu'on veut, et toute la complexité, de l'orchestration des jobs, des dépendances, de la répartition des données, elle est gérée par, le moteur d'exécution Spark. Dans cette partie, on va vous exposer comment on a déployé et testé la solution. Dans un premier temps, on a optimisé les paramètres de configuration de Kafka à l'aide de tests de montée en charge avec JMeter afin de vérifier la stabilité et la scalabilité de la solution. On a aussi optimisé le code Spark à l'aide de DAG, Direct Acyclic Graph, pour éviter un maximum de shuffle qui limiterait la parallélisation des jobs et ainsi faciliter son exécution logique. On a aussi optimisé les requêtes de la base de données analytique, dont on a testé les temps de réponse à l'aide de JMeter. Une fois optimisé, on a écrit des scripts Terraform et créé des modules afin d'automatiser la gestion des droits IAM, la gestion de la configuration et la gestion des environnements de production. Enfin, pour finir sur l'industrialisation, on a mis en place un monitoring pour s'assurer que le nombre de données restait identique tout le long de la chaîne de traitement et que l'on ne perd pas d'informations. On a créé une documentation technique détaillée ainsi que plusieurs procédures de reprise en conditions opérationnelles pour rétablir rapidement l'archi en cas de panne. En conclusion de ce webinar, on a vu 2 plateformes, la plateforme, IoT temps réel Cuzzle et la plateforme traitement batch intensif. Ces 2 plateformes sont complémentaires. La plateforme IoT traitement temps réel est adaptée pour, les requêtes et le traitement temps réel. Par contre, il peut y avoir des enjeux sur le traitement batch intensif, et c'est là que rentre en jeu, la plateforme traitement batch intensif, qui elle n'a pas une gestion, des événements aussi poussée que Zal IoT, donc qui ne permet pas d'adresser, les requêtes et les traitements en temps réel. Donc nous avons 2 plateformes, l'enjeu c'est de les combiner, et comment?
Et pour les combiner, on peut agir sur, certains leviers, certaines variables. Heu, la première variable, c'est la plus simple, mais la moins efficace. Donc c'est la fréquence du traitement batch. Donc plus vous faites un traitement batch intensif, fréquemment, plus vous vous approchez, du temps réel. Mais je dis que c'est pas le plus efficace parce que, hem, ça donne des coûts importants et aussi, vu que vous avez énormément de données, vous allez atteindre une limite, vous pourrez pas traiter 1 téra de données en, 3 secondes. Donc à un moment, vous allez atteindre une limite et si votre traitement dure, 1 minute, vous pourrez pas lancer le traitement toutes les minutes. Sinon, vous aurez des données qui sont toujours, incohérentes. Donc c'est la variable d'ajustement la plus simple, la moins efficace. On peut faire un traitement, plus Sioux, ce serait d'utiliser la gestion des événements de Cusel pour détecter lorsqu'on a une donnée qui arrive avec beaucoup de latence et lorsqu'on a une donnée qui arrive avec beaucoup de latence, souvent c'est sur un équipement en particulier et on n'a pas besoin de lancer le traitement sur l'ensemble, des équipements. On a besoin de lancer le traitement sur cet équipement particulier et ce qu'on pourrait faire, c'est, lancer un traitement batch intensif juste sur cet équipement. On voit que cette plateforme, offre, plein de potentiel, en particulier grâce à une, combinaison optimale et fine entre, le temps réel, et le traitement massif, ce qui donne, les données à disposition pour d'autres, tâches, par la suite. Et pour aller plus loin, à partir de cette solution, de cette architecture qui est déjà scalable, on pourrait entraîner des modèles d'IA à partir des données de l'IoT, pour faire notamment de l'IA prédictive. Ça sert beaucoup, en termes de maintenance prédictive dans l'industrie, par exemple. On arrive à, la fin de ce webinaire, donc merci pour votre attention.